Il y a 3 mois, quand Eliane Dubois a commencé à tracer ce chemin singulier, personne ne riait. On le regardait fixement. La route débutait à la limite de sa propriété et s'étendait sur exactement 200 yards, vers un néant absolu, pour s'achever devant un mur de roc massif, présent là depuis des temps immémoriaux. Chaque matin, Eliane prenait ses outils et s'attelait à cette route, dégageant les pierres, nivelant la terre, posant des planches avec la précision d'un homme construisant un pont vers un lieu d'importance. Son chien, Phénix, restait non loin, observant avec ses étranges yeux jaunes qui semblaient percevoir quelque chose que les autres ne pouvaient pas. Les gens du village se rassemblaient à l'épicerie de Mademoiselle Clara, murmurant sur le fermier qui avait enfin perdu la raison. Barnabé Leduc, propriétaire du plus grand domaine de 3 comtés, faisait de sa distraction quotidienne de passer devant la ferme d'Eliane, juste pour secouer la tête devant ce spectacle. Pourtant, il y avait quelque chose dans la manière dont Phénix se positionnait chaque jour, toujours au même endroit, toujours face à ce mur de roche, qui faisait hésiter même les observateurs les plus sceptiques. 6 semaines après le début du projet, alors que la route était à moitié terminée et ne menait nulle part, la plaisanterie commença sérieusement. Mademoiselle Clara la baptisa la route morte, et le nom s'accrocha comme la boue aux bottes. Barnabé Leduc organisa des paris sur la date à laquelle Eliane abandonnerait. Tandis que ses ouvriers passaient à cheval en criant des suggestions sur la destination potentielle de la route. Peut-être la lune. Il riait. Peut-être hier. Peut-être le fond de sa bouteille de whisky vide. Eliane ne répondait jamais à leurs provocations. Jamais il n'expliquait son but. Jamais il ne montrait qu'il les entendait. Il continuait simplement son travail, jour après jour, avec Phénix veillant sans faillir à ses côtés. Le comportement du chien devenait de plus en plus étrange à mesure que la route progressait. Phénix arpentait le même tronçon de 10 pieds, reniflant des endroits qui semblaient identiques à tous les autres, gémissant à des sons qu'aucune oreille humaine ne pouvait détecter. Mademoiselle Clara remarqua d'abord la façon dont Phénix grattait une section particulière à l'extrémité de la route, juste là où les planches rencontraient le mur de roche. Le chien creusait quelques minutes, s'arrêtait brusquement, puis regardait Eliane avec une expression presque humaine dans son urgence. Mais Eliane se contentait de caresser la tête du chien et de reprendre son travail. Comme s'il comprenait quelque chose qu'ils ignoraient tous. Comme s'il attendait quelque chose. Comme si cette route morte n'était pas vraiment morte, mais endormie. Et Phénix était le seul à entendre sa respiration. Le matin où tout changea. Phénix fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Phénix se mit à hurler. Pas le jappement ou le gémissement habituel des chiens qui cherchent de l'attention, mais un long hurlement plaintif qui résonnait contre le mur de roche comme une cloche d'église dans une vallée vide. Il se tenait à l'endroit exact où la route se terminait, la tête rejetée en arrière, appelant quelque chose qui n'était pas là, ou quelque chose qui était là, mais caché. Eliane laissa tomber son marteau et se précipita aux côtés du chien, s'agenouillant pour examiner ce qui avait captivé à ce point l'attention de Phénix. Les pattes du chien avaient creusé des sillons dans la terre à force de gratter quotidiennement. Et maintenant, à la faible lumière de l'aube, ces sillons révélaient quelque chose qui coupa le souffle à Eliane. Les griffes n'étaient pas aléatoires. Elles formaient un motif, presque le contour d'une porte gravée dans la terre même. Mademoiselle Clara fut la première à remarquer le changement dans la routine d'Eliane. Au lieu de travailler sur la route elle-même, il passa toute la matinée à étudier le sol où Phénix avait gratté, mesurant des distances avec des bouts de ficelle, marquant des endroits avec de petites pierres disposées en rangées soigneuses. Quand Barnabé Leduc passa avec son rictus habituel, il trouva Eliane accroupie dans la terre comme un homme lisant un livre écrit dans une langue qu'il était seul à comprendre. La moquerie se coinça dans la gorge de Barnabé en voyant l'intensité dans les yeux d'Eliane, la façon dont ses mains tremblaient en traçant des motifs dans le sol. Quelque chose avait changé. Le projet de la route morte n'était plus un simple passe-temps excentrique. C'était devenu une obsession. Dans l'après-midi, la moitié du village avait trouvé des excuses pour passer près de la propriété d'Eliane. Ils le regardaient travailler avec de nouveaux outils. Pas l'équipement de construction routière auquel ils s'étaient habitués, mais des outils plus petits, des choses délicates destinées à un creusage précis plutôt qu'à une construction large. Phénix restait à son poste, ne hurlant plus, mais alerte d'une manière qui mettait mal à l'aise les observateurs. Les oreilles du chien étaient constamment dressées, son corps tendu comme s'il écoutait une conversation que les humains ne pouvaient entendre. Quand les enfants lançaient des pierres près du chantier,
Phénix grognait avec une autorité qui les faisait courir se réfugier auprès de leur mère. Mademoiselle Clara s'approcha prudemment alors que le soleil commençait à se coucher. La curiosité surpassant enfin sa tendance naturelle à ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Elle trouva Éliane brossant soigneusement la terre d'un objet métallique qui brillait dans la lumière déclinante. Il était rond, de la taille d'un poing d'homme, et semblait fait de laiton ou de cuivre verdi par le temps. Éliane leva les yeux à son approche, et pour la première fois depuis des mois, il parla de son projet. Sa voix était rauque par manque d'usage. Mais ses mots étaient clairs et délibérés. Il lui dit que Phénix avait trouvé quelque chose qui attendait sous la route depuis plus longtemps que quiconque en ville n'avait vécu. Quelque chose qui prouverait que la route morte n'était pas morte du tout. Mais il ne lui dit pas ce qui était écrit sur l'objet métallique que Phénix avait mis au jour. L'objet métallique portait des chiffres gravés profondément. Dans sa surface. Patiné mais toujours lisible à la bonne lumière. 1873, suivi de ce qui semblait être des coordonnées ou des mesures qui ne signifiaient rien pour Mademoiselle Clara, mais tout pour Éliane. Il traça les inscriptions du doigt, son visage pâlissant à mesure que la compréhension s'installait. Lorsque Mademoiselle Clara le pressa d'une explication, il lui raconta les histoires de son grand-père, des récits qu'elle avait toujours pris pour les divagations d'un vieil homme trop imbibé de whisky et ayant trop de temps libre. Des histoires d'un passage que les mineurs avaient scellé des décennies auparavant, avant même que la ville ne soit véritablement établie, avant que la plupart des familles actuelles ne soient arrivées pour y planter leurs revendications. La curiosité de Barnabé le duc l'emporta enfin sur son orgueil quand il vit Mademoiselle Clara parler avec ferveur à Éliane près du site d'excavation. Il descendit de cheval et s'approcha avec l'assurance d'un homme habitué à être le centre de l'attention. Mais sa moquerie habituelle semblait forcée maintenant, creuse face à ce qu'Éliane avait découvert. L'objet en laiton reposait dans la paume d'Éliane comme une pièce à conviction d'un procès oublié. Et quand Barnabé aperçut les chiffres, son expression changea complètement. Il connaissait ses coordonnées. L'acte de propriété de son propre domaine les référençait comme une borne limite perdue depuis 30 ans, un point qui avait causé d'interminables disputes avec les éleveurs voisins car personne ne parvenait à localiser les bornes de levée d'origine. Le comportement de Phénix devint plus agité. À l'approche du soir, le chien commença à arpenter une zone plus vaste, reniflant des endroits le long du mur de roche qui semblait complètement solide quelques heures auparavant. Là où son nez touchait la pierre, de petits cailloux tombaient, révélant des fissures fines qui couraient en ligne droite plutôt qu'en motifs aléatoires que la nature sculptait typiquement. Éliane suivait attentivement les mouvements de Phénix, notant chaque endroit où le chien s'arrêtait, chaque section où son reniflement devenait plus intense. Le motif qui émergea fut impossible à ignorer. Les fissures formaient le contour d'une section rectangulaire du mur, d'environ 6 pieds de haut et 3 pieds de large, parfaitement proportionnée pour servir d'entrée délibérément dissimulée. La nouvelle se répandit en ville plus vite que le feu de brousse sur de l'herbe sèche. Lorsque l'obscurité tomba, presque tous les adultes avaient trouvé une raison de passer près de la propriété d'Éliane, attirés par des rumeurs qui devenaient plus élaborées à chaque récit. Certains prétendaient qu'il avait trouvé de l'or. D'autres insistaient sur le fait qu'il avait découvert des preuves d'une colonie perdue depuis longtemps, et quelques-uns murmuraient à propos de sites funéraires anciens qui devaient rester intacts. Mais ceux qui virent l'objet en laiton de leurs propres yeux, qui furent témoins de l'investigation méthodique de Phénix sur le mur de roche, qui observèrent la façon dont ces fissures parfaitement droites accrochaient la lumière des lanternes, savaient que quoi qu'Éliane ait découvert était bien plus significatif que des trésors ou des tombes. Mademoiselle Clara s'attarda après le départ des autres, regardant Éliane travailler à la lumière de la lanterne tandis que Phénix continuait son examen patient de la barrière de pierre. Le nez du chien avait localisé cette section distincte où le mortier tenant le faux mur s'était affaibli au fil des décennies, des endroits où un creusage déterminé pourrait effectivement percer jusqu'à ce qui se trouvait au-delà. Les mains d'Éliane tremblaient en choisissant ses outils, non par peur ou par excitation, mais sous le poids de la compréhension que les histoires apparemment impossibles de son grand-père avaient été des enregistrements précis d'événements que la plupart des gens avaient choisi d'oublier. Derrière ce mur se trouvait le passage que sa route morte avait toujours été conçue pour atteindre. La première pierre se détacha juste après minuit, tombant du mur avec un bruit sourd qui sembla résonner de bien plus loin que la paroi rocheuse elle-même. Phénix pressa immédiatement son nez dans l'ouverture, sa queue rigide de concentration, reniflant un air qui sentait la terre, le thym et quelque chose d'autre qu'Éliane ne pouvait identifier. Le trou était à peine assez grand pour le poing d'un homme,
mais il révélait que le mur était bien artificiel, peut-être 3 pieds d'épaisseur et construit en pierre soigneusement ajustée, maintenus ensemble par un mortier craquelé et affaibli au fil des décennies. Derrière, il y avait une obscurité qui semblait engloutir la lumière de la lanterne sans donner aucune indication de profondeur ou de direction. Barnabé Leduc arriva à l'aube avec 6 de ses ouvriers, ostensiblement pour aider à l'excavation, mais clairement motivé par le même mélange de curiosité et de cupidité qui avait poussé les chercheurs d'or à abandonner leur famille et à courir après des rumeurs à travers des territoires entiers. Il apporta des outils de mineurs appropriés, de lourds marteaux et des barres de fer qui pouvaient briser la pierre beaucoup plus vite que le creusage minutieux des lianes. Mais il apporta aussi des demandes de partenariat qu'Eliane rejeta sans explication. La confrontation qui s'ensuivit attira encore plus de spectateurs, y compris le maire officieux de la ville et le juge de circuit, qui passaient par là lors de sa tournée mensuelle. Ce qui avait commencé comme le projet excentrique d'un homme devenait rapidement une controverse communautaire aux implications juridiques potentielles. Le guidage de Phénix s'avéra inestimable au fur et à mesure du travail. Le chien aboyait vivement chaque fois que les hommes frappaient des zones où le mur était le plus épais, puis gémissait avec encouragement lorsqu'il trouvait des sections où le mortier s'était suffisamment détérioré pour permettre une pénétration facile. Ses instincts les conduisirent à découvrir que l'entrée scellée avait été construite en plusieurs couches, le mur extérieur dissimulant une deuxième barrière de pierres différentes qui portait des marques de ciseaux indiquant un travail de mineur professionnel plutôt qu'une construction frontalière grossière. Quelqu'un avec de l'expérience et des outils appropriés avait scellé ce passage avec l'intention de le maintenir fermé en permanence, mais il n'avait pas prévu des décennies de intempéries et l'investigation persistante d'un chien déterminé. Dans l'après-midi, ils avaient ouvert une brèche assez grande pour qu'un homme puisse s'y glisser, et l'air qui s'écoulait du passage portait un souffle qui confirmait la certitude croissante d'Eliane quant à ce qui se trouvait au-delà. L'odeur de vieux bois suggérait des poutres de soutien. La touche métallique indiquait la présence d'équipements de mine, et sous le tout, il y avait l'odeur de moisi d'un espace qui avait été scellé à l'abri du soleil et de l'air frais depuis plus longtemps que la plupart des gens ne pouvaient s'en souvenir. Phénix refusa d'entrer dans le passage, se positionnant plutôt à l'entrée comme un garde, mais son comportement indiquait clairement que ce qui se trouvait au-delà était suffisamment significatif pour justifier les mois de travail qui avaient conduit à ce moment. Mademoiselle Clara surprit tout le monde en se portant volontaire pour être la première à explorer le passage, soulignant que sa petite taille lui permettrait de se déplacer plus facilement dans l'ouverture étroite, et que son expérience à la gestion de l'épicerie lui avait appris à inventorier rapidement et précisément les contenus inconnus. Mais alors qu'elle se préparait à entrer dans l'obscurité au-delà du mur, Phénix se mit soudain à aboyer avec une urgence qui immobilisa tout le monde. Son attention se portait non pas sur le passage lui-même, mais sur quelque chose approchant de la direction de la ville. 3 cavaliers approchaient de la ville, menés par un homme dont les vêtements coûteux et le pas mesuré le désignaient comme quelqu'un ayant une autorité officielle. Les aboiements de Phénix s'intensifièrent jusqu'à ce que mademoiselle Clara reconnaisse le juge de circuit revenant avec le géomètre territorial et un marshal fédéral dont la présence ne pouvait signifier qu'une chose: que la nouvelle de la découverte d'Eliane avait voyagé plus loin que quiconque ne l'avait anticipé. Barnabé Leduc s'avança pour les accueillir, espérant clairement se positionner comme le porte-parole des éventuelles procédures judiciaires, mais Eliane le dépassa sans le reconnaître et s'adressa directement au juge. Il sortit une pochette en cuir de son manteau, en retirant soigneusement des documents qu'il n'avait jamais montrés à personne en ville, des papiers portant des sceaux officiels et des signatures datant de plus de 20 ans. Le géomètre examina les papiers d'Eliane avec un intérêt croissant, comparant les mesures et les repères décrits dans les anciens documents au site actuel. Selon les registres, le grand-père d'Eliane avait fait partie de l'opération minière originale qui avait créé le passage, servant de guide et de traducteur pour un levé géologique fédéral qui avait découvert d'importants dépôts minéraux dans la région. Lorsque les conflits avec les tribus locales rendirent le site trop dangereux à exploiter, le gouvernement avait ordonné le scellement du passage et classifié l'emplacement pour empêcher toute exploitation minière non autorisée qui pourrait relancer les différents territoriaux. Le grand-père d'Eliane avait reçu les coordonnées et une borne d'arpentage en laiton en compensation de son silence, ainsi que le droit légal de revendiquer le site si les conditions redevenaient suffisamment sûres pour une excavation appropriée. Mademoiselle Clara se porta de nouveau volontaire pour entrer dans le passage. Et cette fois, personne ne s'y opposa. Elle se glissa par l'ouverture avec une lanterne et une corde attachée autour de sa taille, lançant des descriptions de ce qu'elle trouva derrière le faux mur.
Le passage s'étendait sur environ 30 pieds dans le flanc de la colline avant de s'ouvrir sur une plus grande chambre qui avait été creusée dans la roche solide par des mineurs professionnels. Des poutres de soutien maintenaient encore le plafond en sécurité, et les murs présentaient des preuves d'excavation systématique qui s'étaient arrêtées brusquement plutôt que d'être achevées. Plus important encore, la chambre contenait des équipements et des fournitures abandonnés sur place, y compris des instruments d'arpentage, des sacs d'échantillons et une boîte à forte serrure portant les mêmes marques fédérales que les documents d'Eliane. Quand mademoiselle Clara émergea du passage, ses vêtements poussiéreux et ses yeux brillants d'excitation, elle portait la preuve que le chemin apparemment inutile d'Eliane avait été la route la plus directe vers une découverte qui transformerait l'avenir économique de toute la région. Le géomètre fédéral confirma que les échantillons minéraux visibles dans les parois de la chambre indiquaient des dépôts assez précieux pour soutenir une opération minière majeure, et l'équipement abandonné suggérait que l'expédition originale avait été forcée de laisser un travail presque terminé. Les mois de construction méticuleuse d'Eliane n'avaient pas été le projet d'un rêveur fou, mais l'effort méthodique d'un homme suivant des informations que la plupart des gens avaient rejetées comme des fantaisies. Le juge déclara que la loi fédérale régirait tout développement futur du site. Mais la revendication héréditaire d'Eliane lui donnait le droit légal de négocier les termes des baux miniers ou des partenariats. Les demandes de participation de Barnabé Leduc furent rejetées lorsqu'il ne put produire aucun document justifiant ses revendications territoriales, et ses moqueries antérieures du projet d'Eliane le faisaient maintenant paraître ridicule plutôt qu'un flux. Alors que la nouvelle se répandait que la route morte avait mené à une découverte qui profiterait à toute la communauté par l'emploi et le commerce, les rires qui avaient suivi Eliane pendant des mois furent remplacés par des demandes de réunion et des propositions de partenariat. Dans les heures qui suivirent la sortie de mademoiselle Clara du passage, le caractère entier de la ville commença à se transformer autour d'Eliane comme l'eau, trouvant un nouveau chenal. Des hommes qui avaient ouvertement moqué son projet s'approchaient maintenant avec des offres de main-d'œuvre et d'investissement. Des femmes qui avaient murmuré sur sa santé mentale derrière leurs mains, trouvèrent soudain des raisons de visiter sa propriété avec du pain frais et des suggestions utiles, et les enfants qui avaient jeté des pierres sur son chantier, se rassemblaient maintenant à une distance respectueuse pour contempler l'homme qui avait trouvé un trésor, là où tout le monde ne voyait que folie. Phénix sembla comprendre le changement de statut de son maître, se tenant avec une nouvelle dignité alors qu'il patrouillait la zone autour de l'entrée du passage. Ne cherchant plus de sens caché, mais gardant ce qui avait déjà été trouvé. Le géomètre fédéral passa 2 jours à documenter le contenu de la chambre souterraine, cataloguant des équipements comprenant des instruments de précision valant plus que ce que la plupart des éleveurs gagnaient en 5 ans, et des échantillons minéraux qui confirmaient des gisements d'argent et de cuivre s'étendant profondément dans le flanc de la colline. Son rapport officiel apporterait des géologues gouvernementaux et des compagnies minières professionnelles pour évaluer le site en vue d'un développement à grande échelle. Mais la revendication légale d'Eliane assurait que toute opération nécessiterait son approbation et lui fournirait une compensation substantielle. La route morte qui avait semblé le projet d'un fou était maintenant reconnue comme la voie la plus efficace pour transporter du matériel minier lourd vers le site, et les mois de construction minutieuse d'Eliane avaient épargné à toute future opération minière le temps et les dépenses de construire un accès à partir de zéro. La réaction de Barnabé Leduc à son statut diminué révéla la cruauté mesquine qui avait toujours motivé son traitement des autres. Incapable de contester la revendication légale d'Eliane ou de nier la valeur de la découverte, il commença à répandre des rumeurs sur la sécurité du site minier, prétendant que l'abandon initial avait été causé par des éboulements et des morts d'ouvriers plutôt que par des conflits territoriaux. Ces ouvriers, enhardis par son exemple, commencèrent à faire des menaces voilées concernant des accidents qui pourraient arriver à quiconque creuserait trop profondément dans des affaires qui avaient été délibérément enterrées. La campagne d'intimidation aurait pu réussir contre le rêveur isolé qu'Eliane semblait être, mais elle était impuissante contre un homme qui avait désormais la protection fédérale et le soutien d'investisseurs désireux de développer sa propriété. Mademoiselle Clara se retrouva dans la position inattendue d'être la seule personne à avoir réellement vu l'intérieur du site de découverte, rendant ses opinions précieuses pour les partenaires potentiels, et son amitié avec Eliane soudainement avantageuse d'une manière qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle utilisa sa nouvelle influence pour organiser une assemblée de village où Eliane pourrait présenter ses plans pour gérer le développement de manière à bénéficier à toute la communauté plutôt qu'à de simples investisseurs extérieurs. L'homme qui avait travaillé en silence pendant des mois s'avéra être un orateur éloquent lorsqu'il s'adressa à des voisins enfin disposés à écouter, expliquant comment l'opération minière pourrait fournir des emplois et des contrats d'approvisionnement qui rendraient leur ville isolée suffisamment prospère pour attirer les services ferroviaires et télégraphiques qui leur avaient toujours fait défaut.
L'ironie ne perdit personne parmi les présents. Que la plus grande vindication d'Eliane ne vienne pas de la valeur de ce qu'il avait trouvé, mais du fait que sa route apparemment inutile était maintenant le fondement de l'avenir économique de la ville. Chaque planche qu'il avait posée de ses propres mains, chaque pierre qu'il avait déplacée en endurant leurs moqueries, chaque jour qu'il avait travaillé pendant qu'ils se moquaient, c'était un investissement dans une infrastructure qui servirait la communauté pendant des décennies. Mais même si le village embrassait leur compréhension transformée du projet de Gideon, le comportement de Scout suggérait que le chien percevait quelque chose de leur situation que les humains n'avaient pas encore reconnu. L'agitation de Scout s'avéra justifiée lorsque l'intimidation de Boone Carter dépassa les simples paroles pour des actions directes visant à saboter le développement minier avant même qu'il ne commence. 3 de ces hommes de main furent surpris tentant d'effondrer l'entrée du passage en faisant rouler des rochers depuis la colline, et seul l'aboiement urgent de Scout à minuit réveilla Gideon à temps pour empêcher la destruction. Le maréchal fédéral arrêta immédiatement les saboteurs, mais Boone lui-même avait pris soin de maintenir sa distance du crime, laissant son implication invérifiable malgré la certitude de tous quant à celui qui avait ordonné l'attaque. Cet incident servit à unir le village derrière le projet de Gideon d'une manière que la simple opportunité économique n'avait pas réussi à faire, le transformant d'un excentrique justifié en une victime dont le succès était menacé par la même jalousie mesquine qui avait motivé des mois de moquerie. La tentative de sabotage révéla également l'étendue réelle du désespoir de Boone Carter lorsque les registres de propriété furent examinés de plus près lors de l'enquête criminelle. Ces affirmations selon lesquelles il possédait des terres adjacentes s'avérèrent basées sur des relevés frauduleux acceptés sans vérification appropriée, et sa vaste exploitation agricole empiétait en réalité sur un territoire fédéral qui incluait les droits miniers hérités par Gideon. Les mesures officielles de l'arpenteur fédéral prouvèrent que la limite de propriété de Boone se terminait à près d'un quart de mile du site minier, éliminant toute base légale à ses revendications tout en l'exposant à des poursuites pénales pour la fraude foncière qui avait soutenu sa richesse et son influence pendant plus d'une décennie. Ruby Callahan émergea comme la négociatrice officieuse du village lorsque les compagnies minières commencèrent à arriver pour évaluer le site en vue de son développement. Sa connaissance directe de la chambre souterraine la rendit inestimable dans les discussions sur les besoins en équipement et la planification opérationnelle. Elle utilisa sa position pour s'assurer que les entreprises locales recevraient la priorité pour les contrats d'approvisionnement et que l'embauche favoriserait les résidents du village par rapport aux travailleurs importés, transformant ce qui aurait pu être une exploitation externe de leurs ressources en un véritable partenariat qui bénéficierait à tous. Sa gestion prudente des négociations protégea également Gideon d'être submergé par les offres et la pression des investisseurs qui auraient pu profiter de son inexpérience dans les affaires à grande échelle. L'achèvement des améliorations routières adéquates pour supporter le matériel minier lourd justifia chaque détail de la construction originale de Gideon, révélant que ses choix apparemment aléatoires de pente et de direction étaient en fait basés sur des principes d'ingénierie que la plupart des observateurs n'avaient pas su reconnaître. Les ingénieurs fédéraux qui supervisèrent les travaux d'expansion confirmèrent que la fondation de Gideon supporterait le poids et le volume de trafic requis pour une opération minière majeure, et son attention méticuleuse au drainage et à la stabilité avait évité des problèmes qui auraient coûté des milliers de dollars à corriger si la route avait été construite incorrectement dès le départ. La route morte, moquée comme étant inutile, fut désormais louée comme un chef-d'œuvre d'ingénierie pratique qui avait sauvé l'ensemble du développement, à la fois en temps et en argent. Le comportement de Scout revint à la normale une fois la menace immédiate de Boone Carter écartée. Mais son rôle dans la découverte fit de lui une sorte de célébrité locale dont l'intelligence était désormais reconnue plutôt que rejetée. Le chien semblait comprendre son statut élevé, acceptant les friandises et l'attention des visiteurs avec la dignité d'un animal dont les contributions avaient été correctement reconnues par la communauté qui l'avait autrefois ignoré. 6 mois après que Scout eut hurlé pour la première fois devant le passage caché, Gideon Nash se tenait au bout de sa route, observant un flux constant de chariots de marchandises transportant du minerai d'argent vers la gare que la compagnie minière avait convaincu le gouvernement territorial d'étendre à leur village. La route morte était devenue la route la plus fréquentée de 3 comtés, soutenant non seulement l'opération minière, mais aussi les dizaines d'entreprises qui avaient prospéré pour servir l'afflux de travailleurs et leurs familles. Ce qui avait commencé comme la moquerie d'un seul rancher excentrique s'était transformé en la base économique d'une communauté florissante qui ressemblait peu au village isolé où chacun connaissait les affaires et les limites des autres. Boone Carter fit face à des poursuites fédérales pour fraude foncière et conspiration criminelle. Son ranch fut vendu aux enchères pour payer les frais juridiques et la restitution au gouvernement dont il avait illégalement revendiqué le territoire. Ces anciens hommes de main trouvèrent un emploi dans la compagnie minière,
travaillant sous des contremaîtres qui valorisaient la compétence plutôt que la loyauté envers un patron disgracié. Et plusieurs admirent en privé qu'il n'avait jamais cru aux accusations de Boone contre Gideon, mais avaient eu peur de contredire leur employeur. L'homme dont le ridicule avait fait du projet de Gideon une source de divertissement communautaire purgeait désormais 2 ans de prison territoriale. Sa chute fut aussi complète que la vindication de Gideon avait été totale. Ruby Callahan développa son épicerie en une véritable compagnie de mercantile qui approvisionnait l'opération minière et le village en pleine croissance. Ses profits issus des partenariats commerciaux qu'elle avait négociés firent d'elle l'une des résidentes les plus riches du territoire. Elle maintint son amitié avec Gideon malgré son statut élevé, rappelant souvent aux nouveaux arrivants qu'elle avait été la première personne assez courageuse pour entrer dans le passage caché qui avait lancé leur prospérité. Son soutien pendant les mois difficiles de développement lui avait valu une place permanente dans le leadership de la communauté, et les cadres de la compagnie minière sollicitaient régulièrement ses conseils sur les questions affectant les relations locales. Scout reçut une reconnaissance qui aurait semblé impossible lorsqu'il n'était qu'un chien de rancher creusant mystérieusement à un mur de roche. La compagnie minière commanda une plaque de bronze marquant l'entrée du passage, attribuant à la découverte de Scout l'ouverture de l'accès à des gisements qui fourniraient emploi et prospérité pour des générations. Les visiteurs du site se voyaient toujours raconter l'histoire de la persévérance du chien qui avait révélé ce que l'observation humaine avait manqué. Et Scout lui-même semblait comprendre sa célébrité, posant patiemment pour des photographies avec des responsables miniers et des dignitaires gouvernementaux venus inspecter l'opération. Gideon Nash avait accompli quelque chose de plus rare que la richesse ou la vindication. Il s'était transformé d'un objet de ridicule en une figure de respect, dont le jugement était désormais sollicité pour des questions bien au-delà de la mine et de l'ingénierie. Le village qui s'était moqué de sa route morte prospérait désormais grâce au passage qu'elle avait été conçue pour atteindre. Et chaque entreprise prospère, chaque nouvelle famille, chaque